Nous avons le plaisir tous d'entourer aujourd'hui notre conservateur, on l'appelle ici avec succès notre conservateur, Gabriel Dys, qui s'est vu décerner l'une des plus belles médailles de la République, la médaille de chevalier des arts et lettres, qui est une médaille rare, décernée avec parcimonie, ce qui lui donne toute sa valeur. Je voudrais essayer de vous dire pourquoi le ministre a choisi de déférer cet honneur à notre ami Gabriel. En son nom, je voudrais également saluer tous ses collègues conservateurs qui sont ici nombreux dans cette salle, et c'est un vrai plaisir pour moi de les accueillir, de les voir solidaires de leur ancien qui a pris sa retraite il y a à peine quelques mois, quelques semaines. Saluer les sociétés d'amis, les associations d'amis des deux musées de Vic et de Marsal qui ont accompagné Gabriel au cours de cette période où il a tenu la conservation des deux musées. Saluer la présence d'André Perrin qui représente le Conseil général cet après-midi. Saluer la présence des amis artistes qui sont ici et qui nous ont rejoints, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on retrouve des artistes contemporains dans cette salle. Vous qui savez tous que Gabriel a aimé autant l'art contemporain que l'art du XVIIe. Saluer également la présence de Pascal Garve, qui a pris la responsabilité au département des sites culturels et touristiques. Saluer enfin la présence de tous ceux que j'ai oublié de citer, mais qui sont les amis des musées et les amis de Gabriel. Qu'a fait Gabriel? En fait, il a connu 4 périodes dans sa vie. La période alsacienne, qui a été de courte durée, où il a commencé au CNRS, auprès d'organismes d'enseignement et de recherche à Strasbourg. Il avait, dans ce jeune âge, c'était dans les années 79, 80, 81, travaillé sur la gravure allemande du XVIe et XVIIe siècle. Et puis très rapidement, et je crois que c'est ce qu'il a fait de mieux en définitive, il est devenu lorrain. Il est devenu lorrain et pendant 10 ans était chargé des arts plastiques à la DRAC, à la Direction régionale des affaires culturelles, où il a pu élargir son champ de connaissances pour prendre, dans le début des années 90, un poste de conservateur dans la Meuse, le musée du Barrois, et également responsable de la politique culturelle du chef-lieu de département Bar-le-Duc. Et c'est à ce moment-là, en 2000, qu'il est, à l'issue de ce séjour en Meuse, il a postulé pour la conservation des musées de Vic et de Marsal, et j'ai eu la chance de le choisir. Je l'ai choisi pourquoi? Simplement parce qu'il était d'abord un conservateur. Je pense que dans ces milieux culturels, dans ces musées de province, dans ces musées de petites villes, il nous faut absolument la marque d'une qualité scientifique indispensable au maintien de la qualité du service que les musées doivent aux populations. C'est indispensable. Il nous fallait donc choisir un conservateur. Puis il fallait également choisir un homme proche des gens. Parce que la vocation du Conseil général était, et est encore,
une vocation d'enseignement, d'éducation, d'accompagnement de tous dans la découverte de la culture. Quelqu'un proche des gens qui ne met aucun écran entre la culture et la population, capable de porter ce qui est beau aux yeux de tous, que ce soit des enfants ou que ce soit des personnes âgées. C'était indispensable et Gabriel a fait preuve d'une formidable qualité, c'est celle d'être proche des gens, au point qu'il a choisi avec Jean-Louis de devenir vicois. Il est devenu tellement proche des gens qu'il est devenu vicois. Quand Gabriel est arrivé ici à Vic, nous étions à la tête d'un patrimoine phénoménal, puisque nous avions acheté en 1994 le fameux tableau Saint-Jean-Baptiste, qui attendait patiemment au Louvre, et qui attendait depuis de longues années le moment de revenir ici. Et puis nous avions la donation des frères Tuillier, qui date de 1998, qui accompagnait de façon magistrale le tableau de Georges Delattre. Et c'est à ce moment-là, en 2000, que Gabriel est arrivé pour mettre en place le musée, dont le permis de construire venait d'être donné, mettre en place le musée, mettre en place la muséographie, accompagner les travaux, accompagner le premier conseil scientifique qui est encore présidé par Pierre Rosenberg, et notre ami Gabriel a su développer ce musée dans plusieurs directions. La première direction, évidemment, c'est celle de la responsabilité fondamentale, c'est la conservation. Et comme tout bon conservateur, il a fait son travail de façon extraordinaire, très professionnelle, et comme tout bon conservateur, il a donné des cheveux gris au propriétaire du musée, parce que comme tout bon conservateur, il a cherché à élargir la collection. Vous savez que dans le mot de conservateur, il y a surtout un homme ou une femme cherchant à élargir le patrimoine de la culture. Et Gabriel, chaque année, avec l'aide du conseil scientifique, cherchait à nous proposer des achats nouveaux. Et venait me trouver, et je pense qu'il le fait encore avec mon successeur, venait me trouver en disant « Monsieur le Président, ça ne va pas vous coûter cher. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un conservateur qui vous dit que ça ne va pas vous coûter cher. » Mais il a eu beaucoup d'astuces, il a toujours réussi à nous convaincre, à convaincre Denis Chamin, que je vois arriver dans le fond de la salle, à nous convaincre qu'il fallait avoir une politique d'acquisition. C'était important. Et parmi les acquisitions, on peut se vanter de l'une qui a fait parler beaucoup d'elle, c'est le Simon Vouet, pour qui il a fallu faire une souscription, faire appel à la Fondation du patrimoine. C'était un achat conséquent, mais une œuvre magnifique. Il a fait ce travail de conservateur en élargissant les collections et en mettant à l'honneur, dans ce musée d'art plastique, qui est un musée de peinture, en mettant aussi en valeur les collections vicoises, les collections locales. Ce qui était important aux yeux des Vicois et de la population, respecter ce que nous avions. Et il l'a fait de façon merveilleuse. À Marsal, il a couru après l'honneur des Marsalais, en rendant au musée de Marsal et à Marsal des œuvres qui étaient normalement vouées au site et qui ne seraient jamais revenues sans Gabriel. La Vierge ouvrante est un exemple formidable qui accompagne Notre-Dame d'Alain, qui est à Vic. Donc voilà, le conservateur extraordinaire qui a su faire vivre deux collections, celle de Marsal,
celles de Vic en les élargissant. Il a été, je l'ai dit tout à l'heure, un grand pédagogue en ouvrant largement les deux musées de Vic et Marsal aux enfants, enfin quand je dis aux enfants, aux élèves des écoles et des collèges, en ayant à ses côtés un service pédagogique, je ne sais comment on l'appelle, mais qui a su accueillir ici, à Marsal et à Vic, avec fidélité, de nombreuses classes. C'est important, puisque la mission des musées est probablement, à mes yeux, d'abord l'édification des enfants, l'accueil des enfants dans la culture, ce qui leur reste dans l'esprit lorsqu'ils grandissent, ce qui leur reste des images d'un musée. Il l'a fait avec beaucoup de dévouement. Voilà trois raisons déjà pour avoir cette décoration. Il est un conservateur, il est un homme près des gens, il a élargi les collections, il a respecté les collections locales, il a accueilli les enfants. Et puis, et c'est là où il s'est révélé être un maître en la matière, il a su, dans les musées de Vic et de Marsal, organiser avec une régularité de métronome, une régularité remarquable, des grandes expositions. Je ne vais pas toutes les citer, mais des grandes expositions qui, évidemment, pour les plus prestigieuses, intéressaient Georges de la Tour et la grande peinture, mais qui ont intéressé aussi des artistes contemporains ou des grands artistes lorrains. Gallet, Antonin Delfriand. Voilà des exemples de ce qu'il a su faire. Il a terminé tout cela en apothéose avec l'exposition sur Saint-Jérôme, qui est probablement la plus accomplie. Parce qu'au-delà de l'exposition de belles œuvres, et Dieu sait s'il y avait de belles œuvres, il y avait un pari formidable. Il a osé poser une question formidable que les gens se posent difficilement. Cette question, quelle est la différence dans la grande peinture entre une œuvre du maître, une œuvre d'atelier ou une copie? Et Dieu sait si c'était un pari difficile, intellectuellement difficile, intellectuellement contraire à l'orgueil des musées. Mettre en doute la signature d'un tableau qu'on a dans un musée. Mettre dans l'esprit des gens qu'un grand tableau peut être quelquefois une copie. Je pense que c'est fréquent. Et je pense qu'il était utile d'en parler, et il l'a fait de façon magistrale. Et je crois que ce qui a été fait à l'occasion de cette exposition est une première mondiale, qui lui vaut d'ailleurs le respect. Cette exposition sur Saint-Jérôme a eu un retentissement dans les milieux intellectuels, un retentissement mondial. C'est l'une des premières fois où on osait. Et à l'occasion d'un voyage que j'ai fait à Berlin récemment, j'ai pu constater combien ce travail qu'avait présidé Gabriel avait de portée, puisque même à Berlin, on en parlait. C'est un geste d'intellectuel qui va au-delà du geste de l'érudit, qui va au-delà du geste d'un esthète, qui va jusqu'à l'analyse profonde des relations que nous pouvons avoir entre une œuvre et son esprit et son cœur. Voilà, je pense que Gabriel, pour toutes les raisons que je viens de citer, mérite largement la décoration que je vais avoir le plaisir et l'honneur de lui remettre au nom du ministre de la ministre de la Culture. Gabriel Dys, au nom de la ministre de la Culture, nous vous remettons les insignes de chevalier des arts et lettres.
invité. Tout d'abord, monsieur le sénateur, monsieur Leroy, permettez-moi de vous remercier très chaleureusement pour ce que vous avez dit. Je suis très touché et je suis très touché d'avoir pu travailler avec vous au sein du Conseil général, à vos côtés, dans une confiance qui était une confiance qui n'a jamais été reniée, qui n'a jamais été mise en cause, et c'était un cadre idéal pour un conservateur, pour un culturel, de travailler au sein d'une collectivité et au service d'une collectivité pour le bien, je pense, de l'ensemble de la population de Lorraine et surtout du Saulon. Donc pour ceci, je vous dois tout d'abord des remerciements personnels à vous. Je tiens également à remercier l'ensemble des gens avec lesquels j'ai travaillé. Tout d'abord au sein des deux musées, Vic et Marsal, parce qu'un conservateur, s'il n'a pas la confiance de ses équipes, s'il n'a pas l'amitié de ses équipes, s'il n'a pas l'énergie des gens et la folie des gens qui, parce qu'un conservateur est toujours un peu fou, parce que défendre la culture, c'est défendre quelque chose, c'est pas un morceau de trottoir, c'est pas quantifiable, on parle de beau. Déjà parler le beau, c'est des crêpages de chignons entre les gens, parce que qu'est-ce que c'est que le beau? Pour les uns, c'est un monochrome, pour les autres, c'est un tableau du XVIIe siècle, pour les archéologues, c'est un morceau d'os, peut-être. Donc il y en a deux, donc il faut faire très attention. Pour certains, c'est la photographie. Pour les autres, quand on parle de photographie, ils se peignent mais ils tombent dans les pommes. Donc c'est extrêmement difficile. Donc c'était merveilleux de travailler et j'ai, durant toute ma carrière, travaillé avec des gens où il y avait une forme de complicité. Et ça, vraiment, pour un culturel, c'est exceptionnel. J'ai travaillé également au sein du Conseil général, au sein d'une équipe. Et je vois Odile qui est là, et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir Odile ici. Je vois Denis qui est là-bas, je vois également Christian. Donc ce sont des gens avec lesquels j'ai travaillé et avec lesquels on a pu monter des projets. On a pu monter des opérations qui ont fait parler du Conseil général, qui ont montré que la culture n'était pas uniquement une affaire parisiano-parisienne, qui ont montré que la culture pouvait être même dans un département de Casca-Pointe, comme on l'avait dit, et que la culture pouvait être au service de tout le monde et accessible à tout le monde, comme vous l'avez dit. Donc, ne serait-ce que pour ceci, je tiens à remercier extrêmement chaleureusement l'ensemble des gens avec lesquels, pendant ces 13 ans, j'ai mené cette aventure à Vic-sur-Seille au sein du Conseil général. Évidemment, la 5e commission, les élus, j'ai souvenir de merveilleuses réunions où les réunions étaient des réunions de partage, où les réunions étaient des réunions d'information, où les gens étaient curieux de savoir le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, pourquoi est-ce qu'on les aime. Et ces réunions riches en émotions, riches en savoir, riches en partage, c'était vraiment quelque chose que je vous remercie encore de m'avoir donné l'occasion d'y participer et de vous faire partager peut-être aussi mon enthousiasme. Alors évidemment, on attend un peu de moi un discours et un discours qui doit raconter ma vie. Alors un discours qui raconte ma vie, c'est une forme de panégyrique. Alors je vois qu'il y a monsieur le curé qui est là. En général, le panégyrique, c'est le Lebenslauf que les pasteurs protestants font au moment
de l'enterrement de quelqu'un. Je suis encore vivant, donc je ne crois pas. Monsieur le maire ne me contredira pas. Je suis encore vivant, je pense. Donc c'est pas l'occasion de faire ça. Ensuite, il y a c'est l'occasion aussi peut-être, vous savez, Monsieur Leroy avait dit que j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie, et notamment une période riche en événements, riche en anecdotes, qui était la période où j'étais conseiller aux arts plastiques. Alors évidemment, moi je ne suis pas Saint-Simon, donc je ne peux pas vous raconter l'ensemble, du moins pas aussi bien que Saint-Simon, ce qui s'est passé, les petites anecdotes du grand pouvoir, du petit pouvoir, le pouvoir des antichambres entre les cabinets ministériels et les directeurs de cabinet. Et donc de nos jours, Saint-Simon n'existe plus, on peut peut-être le regretter, c'est pris par Gala. Or je n'ai pas du tout envie d'être assimilé à Gala ou encore à Boissy, comme ça. Donc en revanche, beaucoup de gens ont peut-être pu être étonnés, et notamment certains artistes qui m'ont connu dans ma première période, que ce soit Vincent, où je l'ai pratiquement porté sur les fonds baptismaux de l'école des beaux-arts de Metz, que ce soit Jean-Luc Tartarin, ou que ce soit Yvonna et son époux. Donc il y a des gens donc, qui ont passé un très très long bout de chemin avec moi et qui pouvaient être étonnés que je saute de la création contemporaine. Donc je sais que quand j'avais quitté la DRAC, j'étais connu comme quelqu'un qui aime l'art conceptuel. J'étais monsieur art conceptuel. Je vous donne des étiquettes comme ça. Et comment quelqu'un qui est connu pour son côté rigide, art conceptuel, 1970, l'art italien des années 70, comment peut-il aimer le 17e? Donc c'est ne pas connaître ma formation, ne pas connaître aussi peut-être mes envies personnelles. Alors, vous savez, l'homme n'est jamais simple, et l'homme peut aimer une chose et son contraire. Et puis il peut trouver dans l'une des choses les ressources, les sources, le fondement de quelque chose d'autre. Et j'ai la faiblesse de penser que, de toute façon, le XVIIe et l'art contemporain ne sont pas du tout aussi éloignés de ça, parce que ce sont des périodes de tension, ils sont le reflet de périodes parfois de contradiction, ils sont le reflet d'une société qui est en mouvement, qui se cherche, et l'art, qu'il soit contemporain, que ce soit l'art du XVIIe, il parle d'abord de l'homme, il parle d'abord de l'émotion, il parle d'abord de ce que vous êtes. Alors, évidemment, il y a des jours où on peut être génial, il y a des jours où on aime le soleil, et puis quand on aime le soleil, on peut aussi aimer la nuit. On peut aimer l'hiver et l'été. Donc, on peut aimer les jeux de miroir, on peut aimer la théâtralité, et puis on peut aimer en même temps le silence. Je pense que ce n'est pas contradictoire. Je fais partie de ces gens-là, et je voudrais profiter de cette occasion pour un peu vous faire comprendre. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Je tiens à remercier ici, quoiqu'ils ne soient pas là, je voudrais d'abord remercier mes parents. Parce que je suis issu d'une famille modeste. Mon frère qui est là ne me contredira pas, et mes neveux et nièces non plus. Et donc je suis issu de cette génération d'après-guerre, et j'ai tout de même eu le plaisir d'avoir eu des parents qui avaient une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y avait des livres d'art, et il y avait en même temps de la musique, et de la musique classique. Et j'ai souvenir d'avoir été tout simplement
sans qu'il y ait une orientation de données, mais tout simplement, j'avais ceci à disposition. Donc, dès le début, et mon père et ma mère m'ont permis ce choix-là. Et là, je les en remercie et je demande à tous les parents de permettre à leurs enfants de ne pas les orienter. Il ne s'agit pas de donner des ordres. Offrez le choix. Le problème d'un conservateur aussi, ce n'est pas, je ne peux pas imposer, et je n'ai jamais pu imposer à quelqu'un de venir dans un musée, mais un musée qui est là donne le choix. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mon frère n'a pas eu la même destinée que moi, donc chacun a sa destinée différente, mais donc les choix étaient là. Et je remercie en même temps l'école de la République. Et très tôt, parce que, vous savez, en Alsace, on entrait à l'école maternelle qui était tenue par des religieuses. Vous savez, nous sommes en région concordataire, comme en Moselle d'ailleurs, c'est là que nous sommes un peu des gens particuliers. Et l'école maternelle était tenue par des religieuses. Et j'avais 5 ans. Et j'étais déjà un peu doué pour le dessin. Et les religieuses, avec la complicité de ma mère, m'ont offert mon premier chevalet. Donc, et j'ai souvenir, c'est une image qui me hante, c'est d'avoir ma place au fond de la classe, avec un chevalet, avec les couleurs, et où je pouvais peindre. Donc j'avais 5 ans, et je remercie ces religieuses. Il y en a une qui s'appelait Sœur Joséphine. Je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir permis, tout simplement, de faire de la peinture, de faire du dessin quand j'avais 5 ans. Ça, l'école m'a permis ça. J'avais, alors évidemment, donc j'avais aussi, donc pourquoi aime-t-on le XVIIe siècle? Il y a des enseignants ici, il y en a qui sont des amis, donc vous savez, la fascination du professeur, elle existe. Et j'avais un excellent professeur sur le XVIIe siècle, un professeur de français. Il s'appelait Monsieur Anton Zach, donc c'était un Français de la 2e génération, grâce lui soit rendue. Et donc, c'était quelqu'un qui a su parler du XVIIe siècle, a su parler de cette création française et de cette famille. Et m'a inculqué cette fascination qui ne m'a jamais quitté. Évidemment, j'ai fait des études secondaires littéraires avec quelqu'un d'autre qui, les anciens qui étaient élèves ou étudiants à Strasbourg la connaissaient. Elle était crainte comme, vous savez, moi je suis entré en faculté après 68, période compliquée parce qu'il fallait pouvoir sortir par les fenêtres en sautant très haut et très vite. Mais j'avais une professeure qui était titulaire de la chaire des lettres classiques et du XVIIe siècle. Son père était un égyptologue très connu, qui c'était Mademoiselle Noémie Epp. Et Mademoiselle Noémie Epp était une femme qui était fascinée par le théâtre baroque, par le baroque français, et par en même temps la rigueur et toutes les contradictions du baroque. Cette première moitié, cette zone de tension où tout est relatif, où tout peut basculer. Vous savez, il y a des moments où les choses sont faciles. Tout est tracé, vous avez une autoroute et c'est simple. Et le baroque, mais aussi notre époque à l'heure actuelle. Qui peut me dire de quoi demain sera fait? Le baroque, c'est pareil. Vous êtes un peu sur le fil du rasoir, et ça peut basculer d'un côté ou ça peut basculer de l'autre. On ne sait pas très bien comment on est et tout le monde cherche. Et tout le monde se cherche. Et en ceci, j'ai été fasciné, et je suis toujours fasciné par la création contemporaine, parce que la création contemporaine, elle est